Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Abdoulaye Rokhaya Wane, expert en communication et stratégiste. M. Wane, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine au Sénégal, on a assisté à une scène assez surréaliste, voir un taximan monter sur une passerelle. Le débat a été posé dans les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions, le taximan a été finalement arrêté. Il s'est trouvé qu'il n'était pas le seul à avoir fait cela. Beaucoup d'autres conducteurs ont essayé cette passerelle. Qu'est-ce que cela explique au fond dans la façon dont se comportent les Sénégalais? Merci beaucoup Alassane Samba Diop de m'inviter à Question Directe sur des questions d'enjeu national, parce que la question du civisme ou du comportement du citoyen dans une république est une question d'enjeu national. Il est évident que tout le monde va se plaindre, se scandaliser de ce qui arrive, mais je pense souvent que chez nous, nous avons tendance par rapport aux situations de nous scandaliser, de faire des incantations plutôt que de regarder c'est quoi le problème et de travailler pour le changer. Nous avons de façon générale dans ce pays-là un problème de comportement imputable à plusieurs facteurs. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le rôle du père ou les rôles des pères de famille dans les maisons en termes de présence, de modèle éducatif, sur des comportements civiques, sur des comportements citoyens est défaillant. Je ne suis pas le premier à le dire, c'est un constat généralement. J'aime dire que je vois une différence majeure entre le modèle éducatif que moi j'ai reçu de mes grands-parents, celui de nos pères, et encore aujourd'hui c'est pire. C'est un problème majeur sur lequel nous devons nous arrêter. Pourquoi? Parce que nous formons des citoyens et ce sont ces citoyens qui bâtissent ces pays. S'ils n'ont pas les comportements conséquents pour bâtir un pays, nous irons nulle part. Ça c'est un. La deuxième chose, l'école a également un rôle. Autant les parents ont un rôle, autant l'école a un rôle dans l'enseignement civique, mais je dirais même plus parce que l'école est le canevas par lequel l'État forme ses citoyens, parce que j'appelle moi la pédagogie du développement, parce que nous avons un réel problème de compréhension de c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi le comportement. Pour moi, souvent, je parle de pédagogie du développement, amener les gens à savoir quelles sont les conséquences des actes qu'ils posent, quelles implications ça a vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'économie. Et ça, c'est extrêmement important. Si les gens, on les éduque, on les informe d'aspect, nous allons avoir des gens plus éduqués. Mieux que ça, nous avons également un environnement où la perception de l'exercice démocratique, c'est comme si tout le monde peut faire ce qu'il veut, parce que les gens ne sont jamais sanctionnés. Les gens font des choses tous les jours, tout le monde les dénonce, on ne fait rien pour les changer. Qu'est-ce qui explique la faillite des pères de famille dans les maisons? Pourquoi? Est-ce que la pauvreté est l'une des causes ou bien est-ce que c'est juste pour se donner bonne conscience? Non, c'est les deux à la fois. Il est évident que si les gens sont dans des conditions économiques extrêmement difficiles, ils vont avoir du mal à rester à la maison, s'occuper des gens, parce qu'il faut tout le temps aller bouger pour chercher de quoi nourrir la famille. Dans ça, c'était un. Nous avons particulièrement dans les grandes villes une pression extrêmement importante du monde rural qui est venu en ville, ce qui fait que la combinaison de ces deux facteurs fait qu'aujourd'hui, on est dans des no man's land. Nous sommes dans des environnements où il n'y a pas de règles. Souvent, on dit « Dakar du Koudoukhondemle ». Ça veut dire que tout le monde est là et il n'y a pas de règles fondamentalement. Donc, il y a la condition économique, mais je pense aussi qu'il y a une certaine faillite des parents. Nous sommes tous responsables. Hein. Nous devons, c'est bien de critiquer les gens et c'est bon de critiquer l'État quand c'est nécessaire, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, personnellement, chez nous, pour changer ces dynamiques? Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de nos neveux? Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de nos enfants? Rien, on fait le même constat. Aujourd'hui, il est extrêmement important que notre société, on sache qui nous sommes, que l'on sache d'où nous venons, d'où nous voulons aller, où nous voulons aller. Ça, ce sont des aspects extrêmement importants. Ce n'est pas le modèle de la socialisation qui a échoué, parce qu'avant, un enfant, quand il est dans un quartier, c'est l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de taper un enfant. Dès que vous le faites, on vous amène à la police. Oui, bien sûr, c'était l'enfant de tout le monde parce que nous étions dans une société africaine qui avait une organisation telle que le modèle éducatif qui était à l'extérieur était équivalent à celui qui était à l'intérieur. Ce qui fait qu'on avait les mêmes standards. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés totalement différentes. La société aussi, elle évolue. Il faut la redéterminer. Nous avons de plus en plus d'individualisme, nous avons de plus en plus de systèmes qui est totalement différent du système qu'on avait, mais nous n'avons pas réinventé un nouveau système plus adapté. Nous continuons à constater qu'il y a un problème sans rien faire. Il nous faut rebâtir notre propre société. Mais ça, c'est la responsabilité de tout le monde, des intellectuels, des citoyens. Une fois encore, on le parlera, on le répétera tout le temps, tant qu'à un moment, nous ne créons pas les conditions de voir quelle est notre citoyenneté, d'être autour de la table pour discuter des profils, revoir l'instruction civique, revoir les comportements partout.
avoir une vision partagée de notre citoyenneté dans la perspective des schémas de développement que nous n'irons nulle part. Il y a évidemment la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile et de nous. Donc globalement, on a donné l'exemple de ce taxi qui est pour moi un élément non seulement scandaleux, mais en même temps content de l'initiative du ministère des Infrastructures pour tout de suite porter plainte. Parce que ça prend cela. Il nous faut avoir des exemples. Tout le monde sait qu'ici nous avons des taxis et qui pour l'essentiel sont des analphabètes. Une façon aussi de régler ces questions, c'est l'éducation pour tous. C'est d'encadrer les gens. Au-delà de l'éducation pour tous, il faut structurer. Vous avez au Sénégal, je pense que c'est le seul pays, ou peut-être en Afrique, en tout cas partout, où le nombre de licences de taxi n'est pas limité. Tout le monde peut avoir un taxi. Tout le monde se lève, il sait conduire, il a un permis, il peut avoir un taxi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si nous avons ça, nous avons des comportements conséquents. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré ces constats qu'on a faits, cette inertie, une sorte de... Oui, on constate, le Sénégal semble d'un pays de constat. Et pas de réaction, pas d'action. Mais ça, c'est notre responsabilité commune. Hein. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des médias, c'est la responsabilité des citoyens. Un moment, si on ne fait pas attention, je le répète toujours, il va se passer quelque chose qui fait qu'on sera obligé d'être confronté à ces dynamiques-là. Globalement, nous sommes dans un pays qui a des qualités, nous sommes dans un pays où il y a la paix, nous sommes globalement dans un pays où il y a une relative sécurité, nous sommes dans un pays où il y a une certaine qualité vive. C'est un patrimoine que nous devons préserver. Il est de notre responsabilité commune de voir comment travailler sur ces questions-là. Et ça, c'est au-delà de toutes les contingences politiques. Il y a un profil de citoyen. J'aime dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Les pays se développent par la valeur intrinsèque des individus qui les composent. J'aime donner l'exemple d'Israël. Comptez le nombre d'Israéliens dans le monde. Ils sont 15 millions. Ils sont partout présents. Ils sont puissants partout. Israël, il n'y a rien, il n'y a que des pierres. Il n'y a même pas de terre. Elle est en conflit aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'on forme les gens dans un profil humain qui se base sur le patriotisme, qui se base sur le civisme, qui se base sur la capacité à se développer. Nous avons une responsabilité chez nous de travailler. Personne ne le fera à notre place. Mais c'est une question problématique. Il faut que ceux qui doivent sanctionner, dans certains cas c'est l'État, dans d'autres cas ce n'est pas l'État, le fassent. Il faut que les citoyens, s'ils ne sont pas d'accord avec les comportements, le fassent. Et ce n'est pas seulement l'exemple des taxis. Tout le monde, je ne dis pas une corporation en particulier, on voit dans tous nos quartiers, des gens viennent s'installer, les gens habitent, on va installer des ateliers de mécaniciens, on va installer tout est possible chez nous. Il n'y a personne qui dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon pour la sécurité de nos enfants. On met des eaux, personne n'intervient pour dire « mais attends, ce n'est pas bon pour la santé des enfants ». On laisse faire. Donc il y a quand même une responsabilité des citoyens par rapport à leur habitat, par rapport à leur environnement, d'établir un certain nombre de règles et de les défendre. La conjugaison de l'action, de la responsabilité des citoyens, la conjugaison de l'autorité de l'État pour faire respecter des choses devrait nous amener à corriger un certain nombre de choses. Mais pourtant, le 23 juin, avec la nouvelle alternance, on a entendu beaucoup de choses par rapport à ces... quoi faire pour changer le comportement. Y'en a marre avait théorisé ici ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais, mais après on a l'impression qu'on est revenu à la façon de faire hanté. Non, attends, il y a deux choses. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y a un événement, des événements qui marquent, qui nous montrent qu'effectivement, il y a l'expression d'une citoyenneté qui veut un certain nombre de choses. Ça, c'est une chose. Vouloir changer des choses sur le plan politique, vouloir changer des choses sur la façon dont nous sommes managés est une chose. Le comportement de l'individu dans son comportement citoyen, dans ce qu'on attend de lui en disant cet enfant-là est un enfant bien élevé. Pourquoi en Afrique on disait que telle personne est bien élevée? Parce qu'il portait dans son comportement et dans son exemplarité des attitudes que la société africaine considérait comme étant un modèle référentiel. Aujourd'hui, on ne le voit nulle part. Pourquoi cet enfant-là était élevé, avait des parents, avait des racines, avait un environnement, il y avait des gens qui pouvaient lui parler. Aujourd'hui, nous sommes dans des environnements où la seule chose qui intéresse les gens, ce ne sont plus des valeurs. Tout le monde sait que nous sommes dans une période totalement de règne des antivaleurs. C'est l'argent qui impose tout, c'est la politique aérienne qui impose tout, c'est le vedettariat qui impose tout. Et c'est un problème. Mais quelle est la responsabilité des politiques, des échelons de l'État sur cette destruction des valeurs au Sénégal? Mais la responsabilité, elle est une fois encore partagée. Mais il est de la responsabilité de ceux qui ont prétendu pouvoir diriger le pays, ce qu'on appelle l'élite politique, quand elle est au pouvoir, de créer les conditions pour changer les choses. Elle seule ne peut pas le changer. Mais elle a une capacité de canaliser des énergies, de canaliser des moyens, d'établir une dynamique que les gens vont suivre pour améliorer les choses. Cela est, à mon avis, extrêmement important. Est-ce qu'elle peut changer grand-chose au moment où elle est dans une situation de chercher ce qu'on appelle un deuxième mandat, quand les gens s'installent, au lieu de mettre des réformes
qu'ils doivent faire. Ils sont en train de chercher le deuxième mandat. C'est la gestion des pouvoirs politiques qui les intéresse le plus. En partie, vous avez raison. Nos politiques, de façon générale, dès qu'ils ont un mandat, pensent au prochain mandat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où, une fois encore, la partie de la classe politique dominante, c'est la classe politicienne, qui ne survit que des pouvoirs sans avoir une valeur ajoutée particulière à apporter à notre développement. Sous cet aspect, vous avez raison. Sous un autre aspect, l'État établit un certain nombre de choses. C'est la responsabilité de ceux qui gèrent le pays de regarder quels sont les problèmes. Mais là, on parle de problèmes qui ne sont pas gérables sur le court terme. On parle de projets de société à gérer sur un horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais au moins, assoyons-nous pour dire quel type de citoyenneté nous voulons avec les schémas de développement que nous voulons. Entendons-nous tous, créons les conditions pour que l'instruction civique revienne à l'école, créons les conditions tous pour que nous-mêmes qui voulons que les choses changent. Moi, je donne un exemple. Il m'arrive, par exemple, dans certains cas, une fois par 2 mois, c'est mon cas, ce n'est pas un bon exemple, hein, de réunir des neveux à moi pour échanger sur le Sénégal, sur la vie, sur beaucoup de choses dans le monde. Pourquoi? Parce que je vois que dans mon entourage, les gens ont besoin de plus de coaching, les jeunes ont plus d'échanger avec les adultes pour faire de meilleurs choix. Ils ont besoin d'être plus conscients sur un certain nombre de choses. Je le fais à mon niveau parce que j'ai vu dans mon environnement que c'était nécessaire. Il y a peut-être d'autres personnes qui font la même chose. C'est cette combinaison de ce que l'État doit faire avec les gens et ce que nous, les citoyens, devons faire. Parce que Alassane Samba Diop, aujourd'hui, vous animez une émission, vous êtes journaliste reconnu, vous avez une certaine dimension. La société vous a donné beaucoup pour que vous en soyez là. Il est de votre responsabilité, vous également, d'accompagner la société. La valeur ajoutée que vous donnez à la société, c'est quoi? C'est ce que vous utilisez de votre expertise et de votre temps pour aider vos neveux et d'autres amis à comprendre les enjeux, à suivre ce qu'on appelle le bon chemin. Si chacun, à son niveau, contribue de cette façon, c'est la combinaison de ça qui fait une richesse nationale. Et de ce point de vue-là, il est imparable que nos autorités doivent travailler de façon claire à amener ce débat. La question de la citoyenneté, pour moi, ne se règle pas en un mandat, mais à mon avis, ça devrait être une question posée en débat à l'intérieur de ce mandat, par exemple, du régime actuel du président Sall, et qui permettrait, de façon générale, de sortir là des schémas de questionnement et adresser un certain nombre de réponses qui permettraient à la société de faire un progrès sur ces questions-là. Mais si on est dans un pays aujourd'hui où on voit l'élite, ceux qui doivent être demain les gestionnaires du pays, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aujourd'hui, se comporter la façon dont ils sont comportés avec le président de la République, en caillassant son véhicule, et qu'aujourd'hui on trouve encore des gens dans la société qui disent oui, il faut faire du masla, il faut essayer d'arranger ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent aider à faire avancer le pays? Non, ni l'un ni l'autre. D'abord parce qu'il faut totalement se scandaliser de voir que le président de la République est une institution. Nous devons au président que nous avons tous élu, en tout cas que la majorité des Sénégalais ont élu, et qui aujourd'hui est dans la poste circulaire, nous lui devons respect et considération. Nous devons l'accompagner, nous devons le protéger. Parce que tout ce qui arrive au président de la République déstabilise le Sénégal et ce n'est pas bon. Cela est une chose. La deuxième chose, c'est qu'également, nous sommes dans un environnement déterminé qui s'appelle l'université. Nous connaissons tous l'histoire estudiantine du Sénégal. J'ai été dirigeant du mouvement d'élèves, d'autres le sont. Et l'on sait que l'Université de Dakar, depuis toujours, a été politisée. Cela est incontestable. Que le président de la République ait visité, c'est très bien. Diouf l'a fait à sa façon, Wade l'a fait à sa façon. Aujourd'hui, le président a allé à un autre niveau. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout est politisé. Vous avez beaucoup de militants politiques, responsables politiques dans ce pays, qui plutôt que d'aller à leur base, s'occuper de la vie des gens, de leur citoyenneté, développer le militantisme à la base, cherchent les événements pour se faire voir par le président de la République. Ça amène une surenchère de politicaillerie qui fait que chacun tire de son bord et la masse critique de ces surenchères amène une politisation d'une activité qui ne devait pas le faire et cette politisation amène des conséquences dans un environnement comme l'université. Chez nous, il arrive souvent des choses et nous passons le temps à critiquer ou à faire des incantations. Mais chaque fois qu'il arrive une chose, notre responsabilité est de l'analyser froidement pour voir qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est à l'origine du problème et d'adresser des questionnements pour que la prochaine étape, on puisse éviter ces choses. C'est comme ça qu'une société évolue.
Évidemment, il faut totalement réprimer, je dirais pas réprimer, il faut totalement dénoncer ce qui est arrivé, mais en même temps, il faut analyser froidement pourquoi il y a une politisation si importante, une politisation partisane si importante, qui pour moi est due non pas auprès de l'autorité publique, mais par tous ces hommes politiques qui essaient de se faire valoir pour avoir des rapports, des renseignements ou d'autres, montrer que telle personne a mobilisé plus que telle ou telle personne. Ceci est antinomique. C'est le président qui se déplace, c'est l'institution, ce n'est pas un événement de politique politicienne, et c'est ça qu'on doit arrêter chez nous, partout où l'on se fait. Mais chaque fois qu'il y a un événement public qui est un événement pour tout le monde, il y a une récupération de la politique partisane qui enlève l'impact de cet événement, et ça, c'est pas bon non plus pour le président de la République. Mais justement, est-ce que cette politisation à outrance dans la société sénégalaise, ces comportements, dans un environnement, on parle de plan Sénégal émergent, on parle d'économie, est-ce que ce n'est pas justement des goulots d'étranglement pour ce plan Sénégal émergent? Non, c'est des goulots d'étranglement pour n'importe quel plan on ferait au Sénégal. Quel que soit le plan qu'on amènera au Sénégal. Tant qu'on a une domination de la politique politicienne dans les comportements et dans la canalisation des énergies, nous passons à côté de nos devoirs. J'ai écouté la dernière fois, une fois encore, je pense que c'était sur votre plateau, entendre des gens dire qu'en politique, quand on fait des nominations, c'est 80% de confiance et 20% de compétence. C'est totalement un non-sens. Quand on gère le bien collectif, c'est totalement l'inverse. La confiance est une approche subjective. Et quand on gère le bien collectif, on s'appuie sur des approches objectives. Parce que c'est un bien de la communauté. Il faut transcender toutes les subjectivités pour aller vers l'essentiel de ce qui permet à la collectivité d'avoir un bien collectif. La confiance peut être 20%, mais pas l'inverse. Pas la confiance à 80%, 20% compétence. Mais pour dire quoi? Tout ça, ce qui l'amène, c'est une vision que nous avons de la politique. Aujourd'hui, quel que soit le plan, si nous ne sortons pas de ça, nous n'irons nulle part. On peut beau parler, on va aller nulle part. Est-ce que ces comportements sont de nature demain à faire de sorte que le plan Sénégal émergent réussisse? Non. Est-ce que le comportement du citoyen, qui n'est pas républicain, qui n'est pas civique, est de nature à aider à ce que le plan émergent Sénégal réussisse? Non. Pourquoi? Parce que quelle que soit la pertinence du programme, quelle que soit la pertinence du plan, si les individus qui construisent la nation n'ont pas le comportement remarquable en termes de travail, en termes de mobilisation, en termes de capacité d'épargne, en termes de protection du bien civique, tout ce qu'on aura développé va se perdre et on va encore chercher des emprunts pour aller racheter des bis détruits, pour aller racheter une rampe ou une autoroute qui a été gâtée par des comportements non civiques. Ce n'est pas bon, c'est notre responsabilité commune. Je le répète, ce n'est pas seulement la question de l'État, c'est notre responsabilité à tout le monde. Donc le comportement est essentiel dans tout ce qu'on peut faire. Oui, mais ce plan, on en parle depuis pratiquement 2 ou 3 ans. On a l'impression que les Sénégalais ne sentent pas le plan. Ils le voient comme étant une chose que certains politiciens dirigent, les populations à la base ne le comprennent pas. Ben, ça, c'est la responsabilité de l'État. Si l'État a un plan, il est de sa responsabilité que la perception sur son plan soit en adéquation avec ce qu'il veut. Si les gens ont une perception différente, il y a incontestablement un problème de stratégie ou un problème de communication. Mais ça, c'est autre chose. Sur le plan Sénégal émergent, moi je répète ce que j'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà dit, je pense que le plan Sénégal émergent est un bon plan. Et je pense aussi que les personnes à qui on a donné la capacité de gérer le plan Sénégal émergent sont des personnes compétentes. Cela est une chose. Mon regard sur le plan Sénégal émergent, je le regarderai sous 2 aspects. Lesquels? Qui sont critiques, mais critiques dans le sens d'améliorer ce plan. Parce que pour moi, un plan, quel qu'il soit, ou une stratégie, quelle qu'elle soit, elle n'est pas figée dans le temps, elle doit être ajustée. Sinon, elle n'a pas de raison d'être. Dynamique. Elle doit être dans une dynamique d'ajustement perpétuel. Prenons un exemple. On a beaucoup parlé, d'entente, en PPP, par exemple, sur de nouvelles cités à construire, sur le pôle de Diamniadio. C'est bien, on est dans des bâtiments. Les financements, en partie, on va regarder, il y a des choses qui ont été faites avec la Turquie, il y a des choses qui sont faites avec le Maroc, il y a des choses qui sont faites avec la Chine. Mais pourquoi nous avons sur le PSE un rapide succès sur ces projets-là? C'est très simple. Ce sont des pays qui sont des constructeurs. Ces pays, si vous faites un PPP ou vous le voulez le réaliser à financement presque à taux concessionnel, que ce soit la Turquie, que ce soit le Maroc ou la Chine, ils appuient financièrement leurs entreprises. Pourquoi? Parce que c'est de l'exportation pour leur pays. Quand vous construisez, vous êtes du Maroc, demandez aux sociétés sénégalaises, les sociétés marocaines vont aller quasiment tout chercher au Maroc parce que vous avez toutes les industries marocaines. Donc, le projet est certainement accompagné en termes de financement PPP, mais pour l'autre partie, c'est pour financer l'exportation de ces pays. Ici, la valeur ajoutée, elle est faible. Si j'étais l'État,
une des questions que j'adresserai, c'est comment je fais pour ces projets, de toute façon, ils sont importants, comment faire pour capitaliser là-dessus dans l'économie nationale. Nous savons tous que nous avons un problème par rapport à l'industrialisation de ce pays. Nous savons tous que dans le bâtiment, il y a beaucoup de produits industriels qui entrent dans le bâtiment. Mais moi, je peux regarder la masse critique de ce qu'il faut faire en BTP. Si j'ai un partenaire qui s'appelle le Maroc et la Turquie, un des incidents, je vais exiger que les choses qui sont à l'intérieur, que ce soit des prises électriques, des choses qu'on peut utiliser dans le bâtiment, qu'on puisse les réaliser, ce qu'on fait dans le PSE, qu'on puisse réaliser ces choses au Sénégal pour encourager l'investissement. Donc il y a dans le PSE une façon d'une appropriation nationale sans servir comme levier pour créer les conditions demain qu'on ait de petites industries qui fassent des choses. Mais tel qu'on le fait, on n'a pas de valeur ajoutée à part réaliser des bâtiments. Reste à voir si les bâtiments ont fini d'être réalisés, les gens auront la capacité de l'acheter, ça c'est un autre débat. Donc voilà à peu près, c'est exactement, prenons l'exemple sur le plan industriel, moi je crois que fondamentalement, la modernisation de notre économie, le secteur où on va tirer le plus de création d'emplois, certainement l'agriculture est importante, mais là on va trouver des salaires, revenus importants, c'est dans le secteur industriel. Je ne sens pas, par exemple à mon niveau, dans le PSE, une incidence forte dans le secteur industriel. Et alors que là, on a un levier extrêmement important. Regardons le même levier dans le secteur minier. On se plaint tout le temps du secteur minier. Nous avons des sociétés minières qui viennent exploiter. Ces sociétés minières ont des conventions claires avec l'État. Mais nous ne sommes actionnaires d'aucune société minière en exploitation. Pourtant, les sociétés minières, dans la convention qu'ils ont avec l'État, donnent certainement 10% d'actions gratuites à l'État du Sénégal, mais donnent la possibilité à l'État du Sénégal d'acquérir 25% de l'actionnariat. C'est quoi? C'est dû à quoi? La faiblesse de la négociation de l'État? C'est ça? Non, cette disposition est dans la convention. C'est à l'État de l'appliquer, de dire, écoute, moi j'ai l'argent pour acheter 25% et être présent dans l'actionnariat. Et c'est comme ça que tu vas impulser une dynamique dans le secteur minier, dans la gestion plus optimale de tes ressources. Je ne parle pas dans le vide, je donne l'exemple de la Mauritanie. La Mauritanie est économiquement moins importante que le Sénégal. La Mauritanie a la SNIM qui fait le fer. Mais la SNIM, il n'y a aucun grand groupe mondial qui va aller en Mauritanie négocier une concession dans le secteur du fer sans que la SNIM n'exige 50% des actions. Parce qu'elle est structurée. J'en sais quelque chose puisque mon cabinet conseille un certain nombre de groupes extérieurs. Le problème ici au Sénégal, c'est quoi? Ben ça, c'est la volonté politique. C'est à l'État de définir des stratégies. Mais nous ne voulons pas, si nous ne pouvons pas développer notre pays, si nous n'avons pas ce que j'appelle mettre chez nous. Mettre chez nous, ça ne veut pas dire que nous ne développons pas des partenariats. Mettre chez nous, ça ne veut pas dire que nous n'amenons pas des investisseurs. Nous l'amenons dans les conditions les plus profitables à notre économie. Cette vision-là, je ne la sens pas beaucoup dans le PSE, malgré les bonnes choses qu'on y trouve. Mais est-ce que la prise de conscience elle est faite au niveau de ceux qui gèrent le PSE pour savoir justement ce qu'il faut faire? Bon, ça, très sincèrement, les gens avec qui j'ai eu l'occasion d'interagir, j'ai partagé mes points de vue. Mais pour moi, les gens ont une vision, l'État a sa vision. Mais sur ces points, moi, je pense que demain, nous devons travailler là-dessus. Dans ce pays, on doit donner un coup extrêmement important à l'industrialisation. Je ne sens pas une approche conséquente dans ce sens-là. Nous sommes un pays qui passe notre temps à importer de la nourriture. Beaucoup de choses que nous importons peuvent être en substitution fabriquées ici. Et de ce point de vue-là, il y a des leviers que l'État peut mettre en place pour aider à l'industrie. L'industrie ne va pas se développer par génération spontanée. Partout dans le monde, c'est le concept de l'État pro, je le répète. C'est un État qui est promoteur de son économie et de ses industries. Je cherche des moyens, des systèmes pour que tout ce qu'on amène ici, l'entreprise sénégalaise puisse en profiter le maximum. En termes clairs, l'État doit appuyer le secteur privé sénégalais pour pouvoir investir. Mais c'est essentiel, c'est ce que font tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de stratégie conséquente pour accompagner son secteur privé, pour tirer son épingle du jeu de tous les investissements qui se font dans les pays. Mais regardez en Tunisie, qu'est-ce qu'on exige aux partenariats internationaux en pourcentage. Regardez au Maroc. Il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des instruments qui sont créés. Ils doivent créer les conditions d'une richesse nationale en appuyant le secteur privé dans des secteurs pointus tels que l'industrie, dans les autres secteurs. Mais dans ces pays, le constat qu'il y a un consensus qui est national par rapport à la stratégie qu'ils vont mettre en place. Mais ça, on n'a pas besoin de consensus. Le président de la République, l'État du Sénégal, peut décider demain d'établir des critères qui nous permettent de capitaliser davantage. Mais tel qu'on le voit PSE, on ne voit pour le moment que Paul Diamniadio et on ne voit que bâtiment. Mais j'ai dit, supposons même que tous les bâtiments sont faits. Reste à voir qui va avoir l'argent pour aller les acheter. Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai dit, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont faites. Et je pense que les gens qui sont nommés pour s'occuper ont les compétences pour accompagner le process. Mais dans mon analyse, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons travailler davantage pour bonifier le PSE. Abdoulaye Rokhaya Wane,
merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM et à Question Directe. Vous êtes expert en communication, stratégiste. Nous parlions de l'actualité ici au Sénégal, des difficultés de ce pays et comment faire pour trouver la bonne formule pour sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est en train de se mouvoir. Merci à toute l'équipe technique de m'avoir accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, vous qui êtes de chez vous, qui ont suivi cette émission.